the pirates! They're coming! Yes! 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 I can't wait to become the Pirates King! Welcome to the Straw Hats. Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite vidéo qui n'était pas du tout prévue car normalement cette semaine devait sortir la dernière vidéo sur Luffy. Mais comme vous le savez, nous avons une grosse information sur la série One Piece Live qui sortira sur Netflix. Et c'était pour moi un excellent prélude pour discuter du manga en général et surtout de notre regard critique de fans sur l'œuvre. Bon, assez fait de préambule, commençons la vidéo. Puisque c'est le sujet principal, je vais commencer par décortiquer le casting. Et pour ne pas vous surprendre, je suis grandement échaudé par ce que j'ai vu dans la vidéo qui est sortie récemment. Non seulement parce que le choix des acteurs semble avoir été mûrement réfléchi, mais aussi parce qu'il y a quelque chose chez ces acteurs qui démontre un bonheur de participer à cette aventure. Et ça me touche. Pour faire bref, je vais donner mon avis sur quelques choix physiques pour les choix des acteurs. Je ne vous surprendrai pas si je vous dis que je partage le même avis pour certains sur les choix de Nami et du Zop qui semblent pour moi très justes. On va pas tergiverser là-dessus. Toutefois, attendons de voir ce que cela va donner sur écran. Je suis devenu fan de l'actrice de Nami très tôt pour l'avoir vue dans le film ou la série de films Fear Street. Dans cette série, elle y incarne une fille assez sensible et coriace. Elle est la grande sœur de l'une des héroïnes du second téléfilm, qui est d'ailleurs le meilleur de cette trilogie. Elle pourrait donc être parfaite dans la saga de Arlong Park. Et pour le personnage du Zop, tout a déjà été dit, et je crois que la partition à jouer ne sera pas trop difficile. Par contre, j'aimerais revenir sur deux choix un peu plus polémiques sur le choix des acteurs. Il y a bien évidemment celui de Sanji, et aussi celui de Luffy. Pour Sanji, faisons la courte, je ne pourrais pas vraiment cacher ma déception du choix, car j'espérais voir un personnage un peu plus français dans le rôle. Non pas français en tant qu'acteur, mais français dans la dégaine. C'est peut-être mon côté un peu chauvin. Pour relativiser, il me semble que Oda a participé au choix du casting, alors il y a sans doute une explication à cela. On a dit que ce personnage était bon dans les cascades, donc peut-être que, justement, le personnage de Sanji sera respecté à ce niveau. Mais pour vous faire un aveu, quand je repense à l'appel du pied qu'a su faire Cole Sprouse, je ne peux m'empêcher de me dire que nous avons raté là une belle occasion. Je vous laisse d'ailleurs regarder la photo de Cole Sprouse. Et pour finir avec le personnage de Luffy, je dois dire que l'on ne peut pas faire mieux en termes de choix. Je suis extrêmement fan de l'acteur qui a été choisi. Je le trouve extraordinaire. Déjà parce que cela respecte la volonté de faire des Mugiwara des gens du monde entier, et qu'en faisant de Luffy un latino, on se rapproche beaucoup du côté brésilien et fantasque que Oda voulait greffer au personnage. L'acteur, de par son intensité, son plaisir à jouer, est parfaitement ce que j'imaginais que Luffy serait, et j'ai hâte de le voir sur écran. Maintenant que nous avons enfin statué là-dessus, il faudrait parler du plus important, car en réalité, ce qui peut être le plus problématique dans une adaptation ou dans un film en général, ce ne sont pas les acteurs, mais souvent ceux qui les dirigent. Un acteur, même s'il a toute la volonté du monde, sauf s'il est réellement mauvais, ne pourra jamais réussir s'il est dans un mauvais élément. C'est ce qui d'ailleurs a tué énormément d'adaptations. Ce qui va nous amener à répondre à une question importante, qu'est-ce qu'une bonne adaptation de manga ? Depuis des années déjà, les studios s'essayent à adapter des œuvres de type vidéoludique ou bien de manga. Nous avons eu tout type d'adaptation depuis que la sous-culture du manga a réussi à émerger. Du bon comme du mauvais, enfin si on pouvait l'avouer, surtout du mauvais. Il nous faut nous demander pourquoi beaucoup d'adaptations de manga n'ont pas réussi à fonctionner. Pour moi, je crois que la réponse se trouve dans la vision que nous avons de l'œuvre. Parce que nous sommes des milliards d'humains et aussi des millions à apprécier une œuvre, nous avons tout autant de visions qui peuvent converger ou diverger. Ce que moi je vais aimer ne sera pas ce que mon voisin aimera. Dans le cas d'une adaptation, c'est la même chose. Surtout dans un monde capitaliste où la vision artistique est souvent en opposition avec la vision cynique de certains producteurs. Alors soyons mesurés, ne pensons pas que dans la création d'un film, il y a d'un côté les financiers cyniques et de l'autre, les pauvres artistes qui auraient été abusés. En vérité, quand une adaptation échoue, c'est la responsabilité des deux parties qui est en cause. Un artiste ou un créateur peut très bien désavouer une adaptation de son œuvre s'il la considère mauvaise et bien avant sa sortie. S'il le faisait, cette dernière aurait de grandes chances de faire un flop car ses fans suivront l'auteur. Et un artiste, s'il a du poids, peut agir en tant que producteur sur le film ou bien être dans le circuit exécutif. Donc relativisons. Mais il faut avouer que oui, souvent une adaptation est foirée quand des producteurs n'ont aucune vision du produit qu'ils veulent adapter. C'est ce que Vincent Cassel dénonçait dans son interview avant la sortie d'Underwater. Il faut savoir qu'aux États-Unis, celui qui a le cut définitif d'un film est le producteur et non le réalisateur, d'où la notion de director's cut.
Cela veut dire que beaucoup de films que nous adorons sont des produits de réalisateurs et de producteurs qui ont su allier leurs forces pour donner le meilleur produit possible. Dans le monde du manga, nous avons aussi la même complicité essentielle avec le mangaka et son éditeur. L'éditeur que l'on voit n'est pas qu'un simple démon mammonien uniquement focalisé sur l'argent et le profit. Il se doit aussi d'avoir une sensibilité artistique. Sans un bon éditeur, Toriyama n'aurait jamais fait le Perfect Cell. Sans un bon éditeur, nous n'aurions jamais eu les Supernova, même si je pense que Kid et Law et bien d'autres personnages étaient prévus par Oda depuis longtemps. Et c'est aussi ce qui pose problème avec Oda, car un éditeur se doit aussi de canaliser le génie de son auteur, comme ce fut le cas pour le début de Wano et un peu moins sur Onigashima. Tout cela pour dire qu'une adaptation réussie est une union de plusieurs facteurs égaux, un équilibre. Les mauvaises adaptations souffrent souvent d'un déséquilibre, souvent dû au producteur. Et ici notre producteur est Netflix, avec tout ce qu'il y a de bon et surtout ce qu'il y a de mauvais. Dans le cas de One Piece, Oda est derrière le projet et l'équipe artistique est à fond pour respecter le produit. C'est une équipe de fans. Ceci peut aussi poser problème, mais on en parlera en fin de vidéo. Le problème avec Netflix et beaucoup de producteurs américains est justement la vision américaine qu'ils souhaitent nous imposer à tous. Malheureusement, les Américains ont tendance à penser que pour qu'un public accède à une œuvre, il doit absolument s'identifier. Je ne dirais pas que c'est une vision assez xénophobe, mais plutôt un manque d'ouverture d'esprit. C'est pourquoi les adaptations de comics, même de bas niveau, réussissent souvent à toucher le public, car le comics est un produit américain. Le spectateur n'est pas dépaysé. Les thèmes abordés sont assez proches de ce qu'il vit, de sa culture. Et d'ailleurs, la culture américaine, qui a été diffusée en masse après la Seconde Guerre mondiale, fait que nous, en tant qu'Européens, ou bien les autres pays du tiers-monde, ne sommes pas hermétiquement fermés aux œuvres qu'ils nous proposent. Ce qui fait que les producteurs américanisent toutes les adaptations étrangères en changeant le nom, les lieux et même les thématiques. Il faut absolument qu'ils les ramènent aux États-Unis. Ce fut d'ailleurs le cas pour Dragon Ball Evolution, qui esthétiquement ne m'avait pas autant rébuté à l'époque, mais qui s'était foiré sur toutes les thématiques et sur tous les personnages. Sauf celui de Piccolo, mais bon, c'était le méchant de base alors, ça compte pas trop. Et récemment, ce fut aussi le cas pour Death Note, qui était un échec. Espérons que le futur film Senseiya, que j'attends beaucoup, saura briser cette malédiction. Pour que la série One Piece réussisse, il faut absolument que Netflix respecte l'essence du manga, car dans One Piece, il n'y a pas besoin de prendre le spectateur pour un idiot qui ne comprendra pas. Le cynisme ne fonctionnera pas, parce que tous les thèmes de One Piece sont universels. Le racisme, la violence, la liberté, lutter contre l'injustice et bien d'autres thèmes sont des sujets qui nous parlent à tous. Adapter One Piece n'est donc pas si compliqué qu'on le pense sur le papier. Maintenant, ce qui va poser problème, c'est le côté un peu visuel. Car si le problème de la production est réglé, il faut parler du second, l'équipe artistique et les fans. Et surtout les fans. Souvent, quand une adaptation se fait, les gens crachent dessus bien avant qu'ils ne l'aient vue, parce que dans les détails, il y a des choses qui ne leur ont pas plu. Je ne jugerai pas ce comportement, car tout le monde a le droit de réagir comme il veut. Toutefois pour moi, ceci est une preuve que beaucoup n'ont pas compris ce qu'est une adaptation. L'adaptation d'une œuvre n'a pas pour but de plaire aux fans. Je sais pas qui nous a dit ça. Cela surprendra, il y a certainement des gens qui ont adoré le film live sur Death Note, Bleach, voire même Dragon Ball Evolution. Bon, pour Dragon Ball Evolution j'en doute. Et pour ma part, je trouve que Bleach était un assez bon film. Beaucoup de fans diront justement que ces films ont été appréciés car les gens qui l'ont regardé n'étaient pas des fans de l'œuvre. Eh bah oui, c'est le but. Car une adaptation est souvent réalisée pour plaire au plus grand nombre. Je ne dis pas qu'elle doit être consensuelle ou qu'elle doit être un attrape-nigo, mais une adaptation doit idéalement plaire aux fans. C'est vrai, mais elle doit aussi séduire le profane, qui lui n'est pas forcément dans le même monde que celui qui a dévoré tous les bouquins, tous les mangas et qui connaît tous les détails de l'œuvre. Vouloir qu'une adaptation soit comme on le voudrait est une vision assez égoïste du fan et légèrement puérile. Moi je ne regarde pas une adaptation pour voir la même chose que je lis. Quand un réalisateur fait ça, il ne fait que me garder dans un cocon et de me conserver dans mon délire d'enfant capricieux. Or justement, nous sommes des adultes. C'est d'ailleurs l'un des reproches qui est fait au manga, que ce n'est pas fait pour les adultes. Et justement, nous devons être bousculés, sinon nous ne progressons jamais. Nous refusons d'être adultes. Il suffit de voir Alita Battle Angel, qui est une adaptation fidèle à l'œuvre qu'elle adapte et qui malheureusement échoue à être un film efficace car il cherche à mettre des éléments pour les fans avant de nous raconter une histoire. Dans Alita, que j'aime beaucoup, l'héroïne est magnifique, le film est extraordinairement beau et l'actrice est parfaite. Mais l'histoire en elle-même est très faible, j'ai été déçu de ce que j'ai vu, car Alita n'accomplit rien dans l'histoire, et toutes ses prouesses sont souvent ellipsées. On a donc un film très fidèle, mais en réalité, ce film est un gros teaser de 2 heures et nous amène presque à rien. A contrario, un film comme Sin City, qui reprend case par case le comics, est un excellent film car il plaît aux fans, mais aussi aux profanes.
Si on doit prendre un exemple, lorsque j'étais enfant, je ne connaissais pas Sin City avant de le voir au cinéma. Pourtant encore aujourd'hui, il est l'un de mes films préférés et un de mes comics préférés, car après, j'ai lu le comics. On pourrait croire que je me contredis avec ces deux exemples, mais non, car Alita Battle Angel était en fait un tri par un fan. Sin City, lui, bien qu'il faisait les mêmes choses, était une invitation. Alita Battle Angel et James Cameron se sont fermés au monde et ne parlaient qu'à une communauté de niche, tandis que Sin City s'ouvrait à tous. Les deux ont d'ailleurs été faits par le même réalisateur, bien que l'aspect assez film d'auteur de Sin City soit assez clivant, j'en conviens. Ceci est d'ailleurs le cas avec Dragon Ball Evolution et le film non officiel thaïlandais de Dragon Ball, qui est une bien meilleure adaptation que le premier, alors que pour beaucoup, c'est un nanar car sans moyens et ridicule, même si moi je le trouve absolument génial. Mais bon, j'avais 10 ans quand je l'avais vu, donc je ne suis certainement pas objectif. Pourtant les Thaïlandais avaient déjà tout compris à Dragon Ball, avec le respect du personnage de Tortue Géniale, avec le respect de Sangoku et bien d'autres choses. Alors où se trouve le juste milieu d'une bonne adaptation ? Pour moi, le juste milieu dans une adaptation se trouve dans l'audace qu'il faut pour un peu s'émanciper de l'œuvre originale tout en gardant son essence. Si l'adaptation live de One Piece doit être faite, il faut absolument que les équipes trahissent un peu l'œuvre et fassent des sacrifices. Évidemment, beaucoup se plaindront. Il y a beaucoup de fans qui se sentiront trahis, mais malheureusement, ce sera comme ça. Attention, je ne dis pas ça comme si je validerais tous les choix ou que je les aimerais. Moi aussi, j'ai des goûts. Si ça se trouve, je détesterais la série One Piece. Il y a même presque plus de chances que je déteste que j'aime. Mais je préfère une série qui ose et ne cherche pas à me plaire. Mais je préfère 100 fois une série qui ose et qui ne cherche pas à me plaire. Ça ne sert à rien d'être conforté dans ce que l'on veut voir. Pour cela, on a déjà le manga et l'animé. Ça nous suffit amplement. Beaucoup pensent que la série ne réussira pas à retransmettre l'esprit One Piece. C'est-à-dire la folie, l'humour, les pouvoirs du fruit du démon avec la CGI, et j'en passe. C'est vrai que le monde de One Piece est tellement fourni que ce serait difficile de le mettre en visuel. Mais c'est pour cela qu'il faut prendre en compte le défi. Justement, je crois que pour que la série One Piece soit une réussite, il faut qu'elle s'affranchisse du côté un peu ridicule et fantasque qu'Oda a établi dans son écriture. Il y a des choses dans le manga One Piece qui ne fonctionneront jamais en live. Et cela ne devrait pas dire que la série en live sera nulle, ou bien que le manga sera inadaptable, mais tout simplement qu'il y a des choses qui ne sont pas faites pour certains médias. Parce que lorsque quelqu'un regarde quelque chose, il a besoin de cohérence. Il a besoin de croire au monde qu'il regarde. Et l'essence de One Piece, ce n'est pas que l'humour, ce n'est pas que la folie, c'est aussi plein de thèmes qui touchent tout le monde. On peut très bien garder le côté aventure de One Piece avec un certain humour, sans pour autant en faire des tonnes. Regardez bien Marvel, même si vous le savez bien, Marvel ce n'est pas du tout ma came. À vrai dire, la série One Piece Live pourrait être un univers avec un côté beaucoup plus adulte qui lui manque dans le manga. Je ne dis pas que le manga One Piece n'est pas adulte, mais il y a des violences graphiques qui seraient beaucoup plus adaptées si on les voyait avec la réalité du monde. Et il y a un bon exemple qui le démontre, et c'est Pirates des Caraïbes. Le film Pirates des Caraïbes se rapproche énormément de One Piece. S'il y a bien quelque chose à viser, sans aller dans le Disney, c'est bien Pirates des Caraïbes. Nous pourrions avoir du Pirates des Caraïbes dans l'aventure, avec des moments à la Crossbone ou Black Sails pour des moments plus graves. Si vous ne connaissez pas ces deux séries, je vous invite à les regarder d'ailleurs. Donc comme je l'ai dit, il est pour moi essentiel d'ancrer One Piece dans le réel. Il est inutile de vouloir un long nez pour Usopp, ou bien des cheveux verts pour Zoro, ou j'en passe. Ce ne serait pas utile non plus d'avoir du CGI à foison et à tout bout de champ. Pour moi, si la série de One Piece veut vraiment conquérir, il est grand temps de revenir à des effets spéciaux pratiques. Cela ne se fait plus trop depuis des années. Ça coûte cher, mais pour moi, ça donnerait une grande crédibilité à cette série. Il n'y a pas besoin d'avoir un Arlong en image de synthèse. Des hommes poissons maquillés feraient très bien l'affaire. On aurait juste à les retoucher un peu avec des effets numériques. Ce qu'il faudrait à cette série, c'est quelque chose de réaliste, de prenant. Quelque chose qui nous montre que la piraterie, c'est réel, et que ces personnages soient crédibles. C'est ce qu'il faut que les gens comprennent. La crédibilité dans un manga n'est pas la même crédibilité que l'on voit dans un live action. Il faut une cohérence. Et si on perd cette suspension de crédibilité, alors évidemment, la série ira immédiatement à la poubelle. Que ce soit pour les fans, mais aussi pour les profanes. Les fans ne trouveront pas ça beau et trouveront que ce n'est pas à la hauteur du manga, et les profanes trouveront que ce sera ridicule. Vous comprenez maintenant pourquoi il faut un juste milieu. Il faut s'affranchir de toutes ces règles. Après, pour les pouvoirs, ça va être assez compliqué, mais nous avons déjà vu des réalisateurs qui ont su faire preuve d'ingéniosité avec peu de moyens. Ceci serait un grand sacrifice, mais parfois des sacrifices sont nécessaires si nous voulons avoir une œuvre cohérente, car le but est que One Piece soit apprécié par le plus grand monde. Car le manga est avant tout une invitation que l'on fait au monde. Si nous faisons preuve d'ouverture d'esprit, nous ne faisons qu'enrichir une communauté et nous faisons grandir l'impact d'une œuvre qui nous est chère auprès d'autres personnes. C'est ça le message de One Piece. C'est une invitation aux autres, une invitation au voyage et une invitation à l'unité. Voilà pour ce petit avis sur le sujet. J'espère qu'il invitera au débat si vous n'êtes pas d'accord, car je pense que nous avons besoin de ça actuellement dans la communauté One Piece et dans la communauté manga en général.
Je voulais faire une vidéo courte, donc je n'ai pas parlé du nombre d'épisodes au nombre de 10 qui me font un peu peur, parce que là on semble se diriger vers une formule américaine du méchant de la semaine, qui pour moi ne semble pas adapté au manga One Piece. Ça semble pas adapté au manga tout court. Quand je pense à l'arc du Baratie, même s'il n'est pas forcément long, il mériterait quand même 3 épisodes, car il développe beaucoup de personnages et beaucoup d'enjeux. Tout cela dépendra aussi de la durée des épisodes. Pour le moment, rien n'est certain. Bien, ce sera tout pour moi pour cette analyse, et je vous dis à très bientôt pour répondre à vos commentaires, parce qu'il y a des anciennes vidéos à laquelle vous avez répondu, et je n'ai pas encore eu le temps de répondre parce que j'étais en train de travailler sur l'ancienne vidéo. Donc je vous dis à très bientôt pour la vidéo qui va sortir sur Luffy. Elle devait sortir cette semaine, mais je vais essayer de la sortir, mais c'est pas forcément certain, donc peut-être pour la semaine prochaine. Et je vous dis à très bientôt sur Grand Line. À bientôt les pirates.